200 à 300 personnes, peut-être toujours difficile à évaluer, seraient toujours bloquées dans les tunnels d'Azovstal à Mariupol. Elles doivent être évacuées vers Zaporijia, sauf que la Russie ne respecterait pas sa promesse de cesser le feu. C'est l'accusation portée par un soldat du régiment Azov. Une fois de plus, les Russes n'ont pas tenu leur promesse de cesser le feu. Ils n'ont pas donné l'occasion aux civils qui cherchent à s'abriter du feu dans les sous-sols de l'usine d'évacuer. J'appelle la communauté internationale à évacuer les civils et j'appelle personnellement le commandant suprême à extraire les soldats blessés qui souffrent de terribles douleurs et meurent de leurs blessures sans avoir reçu le traitement nécessaire. Donnez-nous l'occasion de recueillir les corps des soldats tombés au combat afin que les Ukrainiens puissent dire adieu à leurs héros. Réagir de manière appropriée à la situation critique dans laquelle l'ennemi n'observe aucune norme éthique, convention ou loi, tuant des gens sous les yeux du monde entier, guidé par l'impunité et parce qu'il le peut. Gloire à l'Ukraine. Palamar, le commandant Palamar, qui accuse les Russes de laisser mourir les soldats, de ne pas respecter les conventions. Qu'est-ce qui doit se passer normalement ? Qu'est-ce qu'ont promis les Russes et qui, selon les Ukrainiens, n'est pas respecté, Patrick Sauce? Ils ont promis un régime de silence, c'est-à-dire venant de leur part depuis ce matin et pour 3 jours, c'est-à-dire ça devait être la toute petite pierre, voire le caillou qui devait paver le chemin vers un couloir humanitaire déjà compliqué entre Mariupol, Azovstal et Zaporijia. Et pour l'instant, on en est resté là et ce cessez-le-feu fragile, eh bien, a totalement volé en éclats du côté, en tout cas du point de vue ukrainien. Vous entendez, il s'agit pas encore de se rendre, mais de demander l'évacuation des civils, des blessés et des morts, parce qu'il y a un certain nombre de corps à évacuer. Et pour l'instant, il n'est pas question de se rendre, sauf que on a entendu hier sur ce plateau le porte-parole de l'ambassade de Russie en France qui disait oui, mais la donne a changé. J'utilise vraiment ces mots. La donne a changé. Jusque-là, on pouvait leur proposer une évacuation, mais nous avons fait des tirs de riposte face à des gens, les Ukrainiens, qui ont décidé de nous tirer dessus. Voilà pourquoi il est plus question pour les Russes d'évacuer les soldats. Et maintenant, la question va se poser, est-ce que on va pouvoir évacuer ces 200, 300 personnes? Parce qu'il y a des civils, il n'y a pas que des combattants du régiment Azov, en fait. De notre point de vue, du point de vue ukrainien, du point de vue occidental, mais du point de vue des Russes. On a beaucoup parlé des camps de filtration. Si les Russes estiment que à l'intérieur, il n'y a plus que des gens qui souhaitaient rester là, eh ben, ça donne ce cessez-le-feu qui est totalement brisé. Pierre Laurin, ce qui veut dire que pour les Russes, là maintenant, il faut en finir, quoi, en fait, c'est ça? C'est ce que ça veut dire? De toute manière, ça fait plusieurs jours, voire même 2 semaines, qu'ils veulent en finir. Simplement, il y avait des civils à l'intérieur. Donc, on peut penser que le convoi qui est parti il y a 2-3 jours, c'était le dernier convoi de civils à ce moment-là? Peut-être pas. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais il faut voir également la situation. C'est que pour les combattants qui sont à l'intérieur, pour les combattants ukrainiens, le régiment Azov, les civils sont également une garantie. C'est-à-dire que tant qu'ils gardent des civils, ils peuvent espérer qu'on va pas trop les attaquer. Donc arrive un moment où il faut prendre des décisions. Là, on est dans la guerre, on n'est pas dans les considérations de temps de paix. Et donc, c'est très difficile de juger réellement si vraiment il y a eu des tirs. Parce que là, les Ukrainiens accusent les Russes de ne pas respecter les conventions internationales, de ne pas laisser l'évacuation des blessés, y compris des soldats, de les laisser mourir comme des chiens dans les tunnels. D'accord, mais de l'autre côté, les Russes accusent également les Ukrainiens de leur tirer dessus, de ne pas respecter également les accords qui devaient conduire à un cessez-le-feu. Donc là, on est parole contre parole. Il ne faut pas penser que les Ukrainiens, parce que ce sont eux qui sont les agressés, ont moins de propagande que les Russes qui sont les agresseurs. Mariupol, c'est l'enjeu pour la Russie ce soir, Clémentine. Oui, donc effectivement à Mariupol, on a quand même des preuves factuelles des bombardements russes depuis plusieurs jours. C'est pas parole contre parole, on a vraiment des preuves des vidéos filmées des satellites également. Donc on a effectivement des vidéos des civils qui se cachent dans les sous-sols. Là aussi, c'est
C'est des vidéos où on a des gens réels qui sont en plus blessés parce qu'il y avait des bombardements, donc on le voit là sur l'écran d'ailleurs, des trous dans les toits de l'usine, alors qu'il s'agit d'une usine très fortifiée qui a en fait une énorme construction presque militaire de la guerre froide. Et effectivement, pour détruire une construction pareille, il faut quand même des bombes de plusieurs centaines de tonnes. Donc, on est là, c'est pas un coup de hasard, que c'est vraiment une intention forte de la Russie d'aller jusqu'au bout, de tuer toutes les personnes qui civils se cachent. Civils y compris. Évidemment, civils compris, et évidemment plusieurs centaines de civils, dont les enfants, dont même des bébés. Donc, les premières évacuations. C'est-à-dire que vous dites les Russes sont des tueurs de civils, des tueurs de femmes, d'hommes, d'enfants, et pas uniquement de soldats, en fait, c'est ça? Oui, ouais. Évidemment, on a plusieurs preuves de ça. C'est pas moi qui le dis, on a des preuves des enfants tués en Ukraine depuis le début du conflit. Donc, évidemment, il s'agit de prendre ça très au sérieux parce que on est face à une armée. Bien sûr qu'il faut prendre cela très au sérieux, madame. C'est évident qu'il faut prendre cela très au sérieux. Mais vous dites qu'on a des preuves, mais on a des preuves également des bombardements que les Ukrainiens ont pratiqués sur Donetsk pendant 8 ans et qui ont fait également des bébés morts et des femmes mortes et des vieillards morts. Et je pense que la communauté internationale a gardé beaucoup de silence sur cela. S'ils avaient insisté de la même manière qu'on insiste aujourd'hui, peut-être que cette guerre n'aurait pas eu lieu. Mais à l'époque, c'était parce qu'il y avait un conflit et les Ukrainiens essayaient de récupérer cette partie qui leur a été dérobée par les Russes. Non, il y avait un accord à Minsk. Les accords de Minsk. Absolument. En février 2015, qui stipulait que cette partie devait jouir d'une autonomie et que cette autonomie devait être garantie par 3 pays qui étaient la France, l'Allemagne et la Russie. Ça n'a pas été fait parce que vraisemblablement, le blocage venait de la partie ukrainienne qui ne voulait pas laisser, donner une autonomie à ces régions. Ça a duré 8 ans. Au bout de 8 ans, il y a eu 14 000 morts. Ce n'est pas rien, 14 000 morts. Conflit, Et on est aujourd'hui dans la conséquence, c'est la même guerre, ça continue. Donc c'était la justification de l'invasion de l'Ukraine. Oui, bien sûr. Aux yeux de la Russie. Aux yeux de la Russie, absolument. Oui, là, il faut que le drapeau russe flotte sur Mariupol avant le 9 mai. Même si Mariupol est détruite, même si Mariupol a été rasée, même si c'est déjà une victoire, mais il faut que le 9 mai, ça puisse être vu et dit officiellement. Christophe Barbier, c'est ça l'enjeu? Quitte à aller chercher hommes, femmes, soldats, un à un dans les tunnels d'Azovstal? Du côté des médias occidentaux, on a beaucoup construit sur ce rendez-vous du 9 mai, qui est en effet une date très importante dans le roman national russe, mais jamais du côté de Poutine, on a eu l'affirmation que le 9 mai, il devait y avoir des trophées exhibés. Néanmoins, on l'imagine mal faire un 9 mai en dedans, en dessous, en n'étant pas dans la remobilisation. Donc bien entendu, il va essayer d'appuyer sa propagande du 9 mai sur ce qui se passe dans cette région. Or, ce qui se passe à Mariupol, avec ce dernier réduit, peut lui servir à dire, en effet, on a fait sauter ce verrou. Même si ça restera de toute façon très confus jusqu'au bout. Si les Russes sont propriétaires à 100% de la zone, on dira que de toute façon, ils l'ont rasé, donc ils sont propriétaires de rien. S'il y a encore quelques légionnaires Azov dans les souterrains, on expliquera que l'Ukraine a mis en échec, une fois de plus, une des armées les plus puissantes du monde. Donc chacun fera la communication qu'il souhaite, la propagande qu'il souhaite avec cette affaire. Le plus intéressant militairement pour moi, et ce qu'on ne voit pas, ce qui se passe ailleurs sur ce front de l'Est de l'Ukraine, avec ce pilonnage d'artillerie qui a commencé il y a maintenant plusieurs jours, et qui doit être normalement, dans les guerres classiques, le prélude à une avancée terrestre de blindés et de troupes à pied. Pour l'instant, on ne voit pas cette avancée-là, mais on a très très peu d'images et très très peu d'informations. Quelque part, Mariupol est la ruine qui cache l'ensemble du front. Je crois que là, il y a un point qui est assez important, c'est qu'on n'est pas réellement dans une guerre de mouvement. Si, bien sûr, les troupes russes avancent dans le Donbass à raison de 2 à 3 kilomètres par jour. Mais ça, c'est normal, disons. Mais là où les bombardements ont une importance, c'est dans le cadre d'une guerre d'attrition. C'est-à-dire, il s'agit de détruire les infrastructures militaires de l'ennemi et d'affaiblir au maximum l'armée ennemie. C'est pour ça que les bombardements ne cessent pas, parce qu'il y a toujours des objectifs à atteindre. En revanche, qu'il y ait une offensive très importante derrière,
c'est moins évident pour le moment. Mais en tout cas, là où vous avez raison, c'est que et vous avez raison sur la presque totalité de ce que vous avez dit, en particulier sur le fait que pour les Russes, il n'y a pas de rendez-vous du 9 mai. Le rendez-vous du 9 mai, c'est chez nous qu'on imagine qu'il va se passer quelque chose. On fantasme sur ce 9 mai, quoi, c'est ça, c'est un rendez-vous rituel, c'est un rendez-vous annuel qui va être quand même l'occasion d'une démonstration de force de Poutine et surtout d'une apparition de Poutine. Or, les deux dernières apparitions qu'il a faites, qu'il a pratiquées, avaient à des fins de propagande dépassant son pays, c'est le stade où il a réuni ses supporters et son intervention devant le Parlement régional de Saint-Pétersbourg. C'est deux moments où les messages étaient pour sa population, pour remobiliser un peu la ferveur nationaliste, et pour l'Occident, voyez ce que je suis capable de faire en agitant le fantasme nucléaire qui nous fait tant transpirer. Oui, mais il n'y aura pas de trophée ukrainien, c'est ce que je veux dire. Il y aura pour Vladimir Poutine ce 9 mai. C'est pas une guerre pour lui. Il refuse d'employer ce mot. Pourquoi voulez-vous qu'il... mais c'est une opération spéciale. Oui, mais pour la population, il faudra trouver le ton, les mots justes pour... En décorant le fameux régiment qu'on accuse à Boutcha d'avoir commis ces crimes atroces, il a déjà fait démonstration de l'intérêt qu'il portait à ce qui se passait en Ukraine et de l'utilisation qu'il pouvait en faire pour agiter le nationalisme. Mais justement, puisque vous parlez de démonstration de force, on a vu ces derniers jours déjà un symbole de la force russe pour Vladimir Poutine, c'est ce fameux Ilyushin, celui qui est surnommé l'avion de l'apocalypse, que vous allez nous décrire, Magali Chalet. Oui, exactement. Alors, c'est cet avion que vous allez voir apparaître dans quelques images. Le voici, qui a survolé Moscou il y a quelques jours. C'est un avion de ligne qui a été complètement transformé pour en faire une sorte de Kremlin volant. Il a été spécialement conçu pour l'hypothèse d'une grave menace comme une guerre nucléaire. Alors, Vladimir Poutine n'aura alors plus qu'à monter à bord de l'avion pour se mettre à l'abri et continuer à mener la guerre depuis le ciel. Alors, parmi les principales missions de cet avion, il y a également l'évacuation des hautes personnalités politiques ou militaires en cas de crise majeure. Et puis maintenant, vous allez voir cet avion dans le détail. L'Ilyushin 80 fait 60 mètres de long et 48 mètres de large. Vous voyez au-dessus qu'il y a une sorte de dôme qui permet d'installer des moyens de transmission longue distance pour permettre au président russe de continuer à diriger ses troupes depuis le ciel. Remarquez aussi qu'il n'y a aucun hublot sur cet avion pour éviter les effets des flashs en cas d'explosion atomique. Et puis l'avion est totalement blindé. Et une vaste salle de réunion a également été installée à l'intérieur, mais les caractéristiques de l'avion sont strictement classifiées. Alors des avions comme celui-ci, il y en a 4 qui ont été construits dans les années 80 pendant la guerre froide. Le premier vol de l'Ilyushin remonte à 1987. Ces avions ont été très peu déployés aux yeux du grand public depuis. La dernière apparition, c'était en 2010, donc lors des célébrations du 9 mai. Et enfin, pour conclure, il faut savoir que si la Russie a appelé ces avions les avions de l'apocalypse, eh bien, aux États-Unis, il y a également des avions du même type et eux les ont surnommés les avions du jugement dernier. Voilà, au moins on est prévenu quand on les verra passer. C'est le Kremlin One, quoi, en fait, si pour prendre un barbarisme, Patrick Sauce. Et je crois que sur ce coup-là, Vladimir Poutine a gagné, puisqu'on en parle beaucoup. Dans l'opération de com. Voilà, dans l'opération de com. Nous, on n'a pas l'habitude en France, lorsqu'on fait des choses. Est-ce que vous vous souvenez de la première bombe atomique française, opération Gerboise bleue? Ça fait pas très peur. Vous voyez, lorsqu'on est américain, on va plutôt envoyer des messages, opération tempête du désert, nous on cherche un petit animal, Serval, Barkhane. Et ben les Russes comme les Américains, eux, c'est apocalypse, c'est doomsday pour les Américains. Donc moi, j'ai pas envie de tomber dans le panneau justement. Alors certes, c'est tout le récit sur l'alerte atomique, très bien, mais les Américains ont la même chose. C'est juste que les Américains, eux, ne défilent pas le 4 juillet, donc vous ne verrez pas ce Doomsday qui est une espèce d'Air Force One, si vous voulez, un Boeing 747, la même chose, un avion commercial qui a été militarisé. On en parlait juste à l'instant avec Christophe. Donc, il est quasiment obsolète cet avion, vu son poids, vu son âge. Donc encore une fois, oui, c'est un bureau volant. Si c'est l'apocalypse autour, très bien, il sera au-dessus. Il faudra bien que. Mais qu'il se pose à un moment aussi. Il peut être ravitaillé. Vous voyez la petite perche qui est devant, une possibilité de ravitaillement. Mais vraiment, sur ce coup-là, ça fait 24 heures que tout le monde occidental en parle. Ne tombons pas dans le panneau. Ce qui est au sol va faire beaucoup plus peur, parce que vous verrez le lundi 9 mai. Pourquoi? Qu'y a-t-il au sol? Les lanceurs de missiles. Qu'est-ce qu'on a au sol? Et aussi, disons-le, il y a deux choses sur ce 9 mai. Il y a d'abord le fait que plusieurs sites indépendants russes
annonce qu'il y aura sans doute des prisonniers de guerre qui vont être exhibés. Et là, voilà, ça fait peur. On est en dehors de toute convention, de droit de la guerre, et donc on pourrait avoir, c'est ce que disent ces sites, plusieurs centaines, 500 prisonniers de guerre qu'on peut imaginer du régiment Azov, donc sans doute des néo-nazis qu'on va nous montrer en pâture sur la place rouge. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'on est en train de balayer en ce moment, ça ce sont les renseignements ukrainiens qui nous disent, on est en train de balayer, de repeindre 2-3 rues de Mariupol. Et c'est ce que vous verrez à la télé russe, c'est une belle ville de Mariupol qui va accueillir en héros libérateurs les soldats russes. Là aussi, on est dans la propagande, on saura vous le dire, mais attention sur cet avion. Ce sera une image Potemkin, quoi, en fait. Oui, totalement ça. Qui sera montrée, Pierre Lerat. Bien sûr. Mais de toute manière, la guerre, c'est la propagande. Il ne peut pas y avoir de guerre sans propagande. Chaque camp mobilise ses troupes et sa population avec des messages positif, exagéré bien entendu, parce que celui qui est en difficulté, eh bien, il a tout intérêt à dire nous allons gagner. Et de même, l'autre, celui qui gagne, il a intérêt à dire ça va être plus vite que l'on ne pensait, etc. Donc, on est dans la propagande. Oui, pardon Pierre, vous dites on est dans la propagande, mais lorsque Vladimir Poutine prend la parole à Saint-Pétersbourg, lorsque Vladimir Poutine prend la parole pour dire si vous continuez d'armer, la réponse sera au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et il fait de la propagande ou il est sérieux? Là, c'est la politique. C'est différent. On est dans un discours politique. Attention les gars, là vous dépassez les bornes, vous armez trop notre ennemi, donc nous allons considérer que vous êtes des co-belligérants. C'est le message. À partir du moment... Y compris avec l'arrière-pensée nucléaire. Non, l'arrière-pensée nucléaire, ça, c'est une autre histoire. C'est vraiment, le message, c'est attention, nous sommes tout de même la plus grande puissance nucléaire du monde avec les États-Unis. Nous sommes à peu près à parité. Nous avons la possibilité. Est-ce qu'il pourrait appuyer sur le bouton, Vladimir Poutine? Il ne l'appuiera pas en premier, certainement pas. Certainement pas. Ce n'est pas dans la doctrine de l'armée russe. La doctrine de défense, c'est donc finalement, ces menaces, c'est juste pour bomber le torse, alors? C'est juste pour dire, nous ne sommes pas une république bananière. Faut nous prendre au sérieux. Voilà. Mais les Américains ont dit 30 milliards à l'Ukraine, et M. Poutine, bien vous n'aurez jamais l'Ukraine. Et le problème, ce n'est pas cela, c'est que là, on est dans une logique. Si, effectivement, il y a des armements lourds qui entrent en Ukraine. Pour le moment, ce n'est pas réellement le cas. Il y a des missiles anti-chars, anti-avions, pas de problème. En revanche, des armements lourds, comme nos canons César, eh bien, on est exposé à ce qu'ils seraient détruits avant même qu'ils entrent sur le territoire ukrainien. Et ça, ce serait un casus belli? Ça, c'est un casus belli. Mais d'un autre côté, nous, si nos canons César sont détruits, je ne sais pas, en Pologne ou en Roumanie, qu'est-ce que l'on peut faire? On va déclarer la guerre? Une nouvelle ce soir, puisqu'on parlait de Mariupol et de l'usine Azovstal, c'est un nouveau convoi de l'ONU qui serait en route pour évacuer les civils d'Azovstal. C'est ce que dit un responsable des Nations Unies à l'instant. On va continuer d'évoquer ce conflit, 71e jour de guerre, avec ce qui commence à se passer en Ukraine aussi, et qu'on va commenter bien sûr ensemble, et nous serons sur place. Est-ce que Vladimir Poutine essaie d'affamer les zones occupées? De quelle manière? À tout de suite. Guerre en Ukraine, 71e jour, et Vladimir Poutine a-t-il la volonté d'affamer l'Ukraine, de la couper de tout approvisionnement et de sa capacité aussi agricole? Peut-être, c'est un scénario qui est posé. En tout cas, on voit déjà les difficultés d'approvisionnement en vivres et en carburant. C'est ce que vous constatez, Angile Ouattara. Vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV sur la route aux portes de Kiev. Oui, effectivement, on vient d'arriver pas loin de Kiev. On était avant cela beaucoup plus au sud, vers des régions où il y a des gens qui fuient l'occupation. Et vous vous doutez bien que ces réserves de carburant qui s'amenuisent, ça pose un immense problème. Regardez ce panneau ici, là, sur le côté. Il y a des choses écrites dessus. C'est un véritable petit miracle dans la journée que nous venons de passer, parce qu'on a vu principalement des stations fermées et certaines qui, avec des rationnements, avec parfois des coupons, les délivreurs d'essence
se sont organisés pour pouvoir faire en sorte que seules, par exemple, les entreprises qui apportent des services ou qui permettent de faire la guerre puissent s'approvisionner en carburant. La file d'attente est extrêmement impressionnante. On n'en voit presque pas le bout actuellement avec Caroline Bertolino. La raison à tout cela, effectivement, c'est l'action de l'armée russe, c'est l'action des hommes de Vladimir Poutine directement sur le terrain, avec notamment des stocks de pétrole et des stations essence qui ont été visées. La raffinerie notamment, raffinerie centrale en Ukraine, celle de Kremenchuk, un stock de pétrole assez impressionnant qui a été touché il y a quelques jours, et cela pose de gros problèmes d'approvisionnement en essence. Alors certains le prennent avec philosophie, comme ici à Kiev, où ils disent finalement c'est la guerre, les tirs se sont éloignés, c'est déjà le moindre des mal que de devoir faire des provisions en essence et d'avoir ces difficultés d'approvisionnement. Mais pour ceux par exemple qui fuient l'occupation russe, c'est un immense problème parce que certains ne savent même pas où ils devraient atterrir. Mais Angile Ouattara, y a-t-il des problèmes d'approvisionnement aussi des magasins ? Alors je vais vous citer la phrase d'Oksana qui travaille avec nous, qui est notre collègue ukrainienne, vous savez, qui nous aide sur le terrain, notamment dans la traduction et dans les différents contacts. Elle nous a dit pour l'instant, on ne le voit pas énormément et nous l'avons constaté également dans les magasins. Ça doit dépendre des régions, mais elle nous a dit il n'y a par exemple pas 20 types de pots de yaourt, il y en a seulement 3, donc moins de diversité. Pour l'instant, on ne sent pas, en tout cas dans les zones où nous sommes allés, à savoir depuis Kryvyi Rih, une ville plus au sud, près de la région de Kherson, jusqu'à Kiev, il n'y a pas de problème d'approvisionnement dans les magasins là où nous sommes allés. Ça ne signifie pas que sur l'ensemble du territoire, ça n'est pas le cas. Et dans les zones d'occupation russe, on le sait, il y a eu à de nombreuses reprises des problèmes de famine et des rations qui étaient données directement par les soldats russes parce que sinon, les habitants n'avaient aucun moyen de se nourrir. Donc pour l'instant, on ne le constate pas vraiment, mais ça pourrait arriver effectivement et on voit déjà au niveau de l'essence que c'est un véritable problème. Angile Ouattara avec Caroline Bertolino en direct donc d'Ukraine sur la route aux portes de Kiev pour BFM TV. Nous avons été rejoints par Irina Dmitrichine qui est maître de conférence, responsable de la section ukrainienne à l'INALCO, auteur de La Grande Famille en Ukraine, Holodomor. Raphaël Grabli, chef du service technologie BFM TV, parce qu'il y a toujours les histoires dans l'histoire, en particulier avec les nouvelles technologies. Vous allez nous raconter ça dans un moment, mais est-ce qu'il y a une vraie volonté de Vladimir Poutine d'essayer d'enrayer l'approvisionnement, Irina, et voire recréer une famine en Ukraine, selon vous? Je pense que c'est beaucoup plus large. Il y a d'abord le vol de céréales qui se chiffre déjà en centaines de tonnes, qui va manquer à l'Ukraine. On parle aujourd'hui de 3 ans de stock de blé qui a été pris par les Russes. Il y a la destruction des silos. Il y a le fait d'empêcher la campagne de sémailles, soit parce que les champs ont été minés. On a eu quand même des cas des agriculteurs qui ont sauté avec leurs tracteurs sur les mines parce qu'ils ont commencé à labourer. Et alors que le démineur avait déjà passé, on pensait que c'était sécurisé. On a aussi le vol du matériel agricole et on a eu cette histoire hallucinante d'un grand distributeur de matériel de combine, etc., américains, dont la production a été volée et puisqu'ils étaient équipés de GPS, on a retrouvé une partie de ce matériel aux États-Unis, mais ils ont réussi à bloquer, donc ils ne pourront pas les démarrer. Mais je pense que le principal objectif, c'est quand même de casser et de retirer l'Ukraine du marché d'exportation. L'Ukraine était quand même un acteur important, aussi bien dans le marché de blé que de colza, que de tournesol, etc. Et donc, le fait de cet effet va s'étaler et va se sentir plus tard, d'une part parce que l'Ukraine ne pourra plus exporter ce qu'elle exportait. On a quand même aussi eu des bateaux qui ont été bloqués ou les bateaux qui ont été détournés. Mais si l'Ukraine n'arrive pas à s'aimer, ça veut dire que l'année prochaine, il y aura une vraie pénurie de céréales. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de connexion, de matériel connecté, Raphaël? Alors on parlait de l'histoire dans l'histoire, oui, là c'est presque l'anecdote dans l'histoire. Donc la marque de tracteur, c'est John Deere, c'est un des leaders américains dans le secteur, effectivement. Alors c'est à Melitopol, il y a eu des troupes russes qui sont rendues chez un concessionnaire, qui ont évidemment volé des tracteurs et qui, certains d'entre eux, alors il y a eu pour 5 millions d'euros de marchandises quand même, il y avait des tracteurs, des moissonneuses, et il y a une partie de ces tracteurs qui ont été emmenés jusqu'en Tchétchénie, donc qui ont fait des centaines, je crois à peu près 700 kilomètres, et qui ont été localisés en fait à côté de Grozny en Tchétchénie. Simplement aujourd'hui, on est en 2022, les tracteurs en plus, ils étaient chez le concessionnaire, donc c'était des produits neufs et modernes. Si on regarde un tracteur aujourd'hui, ça ressemble plus à une Tesla qu'à un tracteur, c'est-à-dire qu'on a une gigantesque tablette avec des tas de composants électroniques, dont une puce GPS.
et la possibilité pour le fabricant, donc l'entreprise qui est une entreprise américaine, John Deere, de désactiver en fait ces machines à distance. Donc les Russes et leurs alliés se sont retrouvés avec des machines inutilisables. Après, la question, c'est pourquoi ne pas les avoir détruits? Ça, c'est toute la question qu'on se pose. On peut supposer soit qu'ils espéraient pouvoir quand même les utiliser, soit peut-être qu'ils veulent revendre des pièces, tout simplement. Mais peut-être qu'effectivement, ils étaient peut-être pas au courant de cette possibilité que ce soit désactivé à distance. Hein. Il y a beaucoup d'anecdotes qui sont un peu le symptôme de notre époque. Ça me fait penser un peu à cette histoire qui est un peu différente, mais dans le même esprit de ce soldat russe qui a pu être suivi grâce à des AirPods. C'est-à-dire qu'il a été chez un habitant dans une maison ukrainienne, il a volé des AirPods, les AirPods, donc les écouteurs d'Apple, sauf qu'on peut les localiser. Donc le propriétaire des AirPods a lancé la fonction de localisation sur son iPhone, et donc il a vu le soldat russe se déplacer en temps réel, donc indirectement des troupes russes, se déplacer en temps réel, notamment en Russie. Et ça, même si on remonte encore un peu plus, en 2018, il y a carrément des agents de la DGSE qui ont été localisés en Irak, qui étaient planqués en Irak, des agents français de la DGSE qui avaient été localisés en Irak parce qu'ils faisaient des courses avec une montre connectée et qui se localisaient sur une application et qu'on pouvait retrouver leur nom et retrouver leur famille et savoir comment ils étaient, s'ils étaient en Irak ou ailleurs. Mais Camille Le Dantec, il y a une véritable inquiétude sur l'avenir, sur l'approvisionnement en ce moment en Ukraine, dans le pays. Dans le pays, oui, surtout dans les régions occupées, je pense, parce que là, il y a effectivement les Russes ferment, comme à Mariupol, dans d'autres régions occupées, ils ferment les routes. L'idée, c'est vraiment de créer de faire que la vie soit invivable pour les habitants, en fait. Les gens se cachent dans les sous-sols, ils sont pas nourris. Et que ça se ressente partout dans le pays, y compris jusqu'à Kiev, y compris jusqu'aux grandes villes, pour faire comprendre que attention, voilà ce qui vous menace, voilà ce qui va vous arriver. Partout dans le pays et même partout dans le monde. Dans le pays, c'est classique dans une guerre, il y a une sorte d'état de siège national, on essaye de rendre les Ukrainiens prisonniers de leur propre pays et les affamer, exactement comme Édouard III à Calais en 1347, puisqu'on parlait tout à l'heure des bourgeois de Calais. Il y a cette stratégie, il y a aussi, je pense, derrière une autre stratégie dans l'esprit de Poutine, c'est de provoquer une crise mondiale, de mondialiser la guerre en faisant basculer une partie des pays du Sud qui vont connaître des impacts terribles de ce manque d'approvisionnement dans les semaines ou les mois qui viennent, les faire basculer dans un camp, si ce n'est un camp pro-Poutine, du moins un camp, arrêtez ça, laissez à Poutine ce qu'il veut de l'Ukraine, on s'en fiche, remettez la machine agricole ukrainienne en route, parce que nous, en Égypte, c'est le grenier à blé l'Ukraine. Et oui, exactement. C'est le grenier à blé du monde. Il y a des dirigeants, il y a des pays, il y a des gouvernements au sud de la Méditerranée dont la stabilité va être menacée parce qu'il y aura peut-être demain des famines et des émeutes. Et donc, il va y avoir une pression diplomatique pour que ce conflit cesse. Et un conflit qui cesse dans l'état où il est, ça peut être aussi au bénéfice de Poutine. C'est-à-dire, bon d'accord, prenez le territoire que vous avez conquis, mais surtout, arrêtons la guerre pour pouvoir reprendre l'agriculture. C'est la stratégie, le scénario qui est plausible, effectivement. Mais ça passe par les vols de matériel, les saccages des terres, Pierre Laurent. C'est envisageable. Disons que c'est effectivement une possibilité, mais c'est une possibilité à la limite, c'est un effet collatéral de la guerre, hein. Il est clair que lorsque un pays est en guerre, eh bien, les semailles ne se font pas, les récoltes ne se font pas, et que cela crée des pénuries qui se répercutent. Donc, effectivement, c'est un effet. Il n'y a pas de trafic marchandises avec la indirect. Voilà, il n'y a pas de trafic marchandises non plus sur la mer Noire en ce moment, très peu. Il y a des champs minés aussi. Comment ? Des champs minés. Oui. Ça, c'est pas un effet collatéral. Non, ça c'est également un effet collatéral. Les champs minés, c'est pour empêcher l'adversaire d'avancer. On mine les champs de manière, c'est la guerre. On est dans une guerre et on n'est pas, hélas, chez les bisounours. En revanche, ce qui est très clair, c'est que l'armée russe, elle est composée de soldats qui profitent des occasions. Si effectivement ils ont du matériel électronique à grappiller ici ou là, ils le feront. Si effectivement ça c'est du pillage. C'est pas dans les codes de l'armée régulière. Alain, soudard et soldat, c'est la même étymologie, c'est le même mot. Donc dans toutes les guerres de l'histoire, voilà, il y a un rêve occidental de voir les droits de la guerre rédigés à Genève, respectés à 100%. Et dans aucune des guerres, c'est le cas. Donc évidemment, c'est condamnable, ça donne même des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, mais ce genre de pillage d'AirPods ou de véhicules, dans toutes les guerres, surtout des guerres où l'encadrement de base est faible sur les soldats, où ils sont un peu livrés à leur propre C'est ce qui manque donc à l'armée russe. Il est très important de noter que l'armée russe est une armée sans sous-officiers. C'est-à-dire qu'il y a le corps des officiers, les soldats, et entre les deux, il n'y a rien qui assure le lien.
C'est-à-dire que les officiers doivent s'investir, mais ils ont trop de troupes à contrôler sous leur commandement. Donc il se passe beaucoup de choses qui ne se passent pas dans des armées normales. Dans certaines unités russes, les unités professionnelles, effectivement, il y a un corps de sous-officiers qui est mis en place, mais c'est actuellement relativement rare. Et donc, c'est une armée qui est un peu laissée à l'abandon. Camille ? Oui, ce que je voulais dire, que d'accord, payer des choses très chères de luxe, électronique, etc., mais payer des sous-vêtements, payer des fenêtres qu'on arrache d'une maison, remplir des camions qu'on ensuite envoie en Russie avec plein de choses volées des habitants, ça c'est quand même en 2 mois de guerre, ça fait beaucoup de choses et ça donne surtout une idée pour une armée normale, conventionnelle russe. Ça donne une idée aussi de ce qui manque en Russie et de l'état de pauvreté d'une bonne partie de la population russe, puisque leurs jeunes qui se retrouvent dans cette guerre sont obsédés par l'idée de rapporter au pays ce genre de biens. Évidemment, beaucoup des régiments russes qui étaient envahis au début de la guerre venaient des régions de l'Est, du côté de Sakhalin, Vladivostok, etc., de Buryatie. C'est très loin, c'est des gens qui connaissent pas l'Europe, qui sont jamais sortis de la Russie. Mais bon, c'est sans doute un problème russe, mais là, elle se répercute sur d'autres pays. En fait. Quand on parle de famine en Ukraine, ça renvoie à ce qui s'était passé dans les années 30, c'est-à-dire l'Holodomor, où il y avait une stratégie véritablement délibérée de Staline d'affamer le pays, d'affamer les paysans, de détruire, enfin, si l'on se fie au livre... Pas d'affamer le pays, il s'agissait effectivement de détruire les paysans en tant que classe, mais également... En Russie, au Kazakhstan, il y a eu également des millions de morts en Russie et au Kazakhstan, pas seulement en Ukraine. Mais il y avait beaucoup plus de paysans en Ukraine, notamment de ces paysans russes, le fameux Koulak, qui était visé. Je regrette de contredire. Il y a eu une véritable dimension ukrainienne. Qu'il y ait eu des famines et des régions affamées au Kazakhstan, notamment. 5 millions de morts. Je ne discute pas. Mais il y a eu véritablement, et la plupart des historiens sont d'accord là-dessus, il y a une dimension ukrainienne dans ce qui s'est passé en Ukraine. C'était une volonté de briser l'esprit national ukrainien, et cette famine a été accompagnée également de l'attaque contre l'intelligentsia ukrainienne, les intellectuels, les écrivains, etc., et l'Église ukrainienne. Donc, c'était une façon pour Staline de s'attaquer à la majorité de la population qui était à l'époque constituée de paysans, détruire 10% de la population, souvent avec les mains de cette même population, parce qu'il y a eu quand même aussi des responsables du parti qui ont participé. C'était une façon de mater la population, de sorte à ce que les survivants soient constitués des victimes et des bourreaux à la fois, et qu'ils soient suffisamment démoralisés pour qu'ils n'aient plus aucune envie de résister ou de lui créer des problèmes. Donc on est vraiment dans... en tout cas, en Ukraine, c'est reconnu comme génocide, c'est reconnu par une quinzaine de pays, et donc je suis désolée, mais... Non, mais moi je suis désolé, parce qu'en 28, il n'y avait aucun mouvement national ukrainien, parce qu'ils avaient déjà été démantelés pendant toute la période précédente. Comment expliquez-vous le procès de l'Union de libération de l'Ukraine qui a été créé à Kharkiv? Mais parce que, effectivement, c'était les survivants, il fallait créer la pression. Mais il fallait créer, mais il y avait également le procès dans le sud, dans le Kouban, des procès pareils, les procès des saboteurs. Qui majoritairement ukrainien, je vous rappelle. Kouban, non, le Kouban, ce n'est pas ukrainien. Le Kouban, c'est une région russe. Non, c'est pas une région russe. Mais qui était peuplée d'Ukrainiens à l'époque. Elle était peuplée d'Ukrainiens, mais la totalité de l'Union soviétique était peuplée de Russes, d'Ukrainiens, etc. Je vous invite à regarder Nicolas Vert, qui est le plus grand historien français de la famine, qui traite. Est-ce que vous pouvez citer mon livre, s'il vous plaît? Nicolas Vert, qui traite la famine en Ukraine. Allez-y. L'Ukraine, une histoire entre deux destins, édition Bartilla. Je remonte aux origines de la Rousse de Kiev et même avant pour dérouler l'histoire jusqu'à présent. Et ce qui s'est passé dans les années 30, c'est abominable, mais ça a touché tout l'Union soviétique et pas seulement l'Ukraine. Mais ce qui veut dire qu'il y a deux récits justement de ce qui se passe. Il y a le récit en Ukraine
Et le récit en Russie, alors. Il n'y a pas la même manière de raconter cette histoire de toutes les... Tout à fait. Et pour ce qui est de la famine, je renvoie aux travaux de Nicolas Werth, le plus grand historien français de la famine, qui traite le cas du Kouban et de l'Ukraine dans le même chapitre, puisque ce sont les mêmes causes et les mêmes méthodes qui ont été utilisées pour cette région. Mais c'est exactement ce que je dis. D'un côté, vous avez l'Ukraine, et de l'autre côté, vous avez la Russie. Les terres riches de Russie, c'était le Kouban, c'était le nord du Caucase, c'était les terres tchernoziones de Russie. Et au Kazakhstan, c'était pareil. Au Kazakhstan, il y a eu 1 million de morts sur 5 millions d'habitants. Vous vous rendez compte ? C'était des éleveurs, monsieur, c'était des éleveurs, c'était totalement différent, c'était absolument horrible, mais ça n'avait absolument pas. Et on n'a pas affamé la population. C'est ça. Il y a eu des scènes de cannibalisme à l'époque. On les a sédentarisés. Oui, mais il y a eu des scènes de cannibalisme à l'époque aussi en Ukraine pour pouvoir survivre. Parce que c'est ce qui est, entre autres, raconté dans les livres d'histoire, oui. Oui. Tout à fait. Et donc au Kazakhstan, puisqu'on en a parlé, c'était plutôt des éleveurs qu'on a sédentarisés et de cette manière-là, ils ont été tués. Mais ce qui veut dire que cette histoire, les Ukrainiens l'ont tous et toutes en tête. Et donc, vu ce qui se passe, ça doit résonner de manière particulière, quoi. En fait, on doit de nouveau avoir cette peur de se retrouver affamé, sans ressources, sans vivre, alors. Oui, moi, dans ma famille, on m'en a parlé. Je sais pas, messieurs, vous nous parlez des livres, mais il y a une histoire qui est connue effectivement par chaque Ukrainien. Les livres sont faits d'histoire. Non, les livres sont faits d'histoire, mais vous savez pas l'histoire de la région de Kouban, c'est juste rien à dire. Vous savez pas que c'était une région qui était créée sur Ekaterinne II par les Kazakhs déplacés. Mais tout à l'heure, vous venez de dire qu'il s'agit d'une région russe. Mais vous savez que Yermak Timofeyevitch était un Cosaque également, qui a conquis la Sibérie au nom du Tsar. Et que les Cosaques du Kouban avaient prêté allégeance au Tsar bien avant les Cosaques d'Ukraine. Donc on est là dans un débat historique qui n'a pas lieu d'être. Non, mais c'est intéressant parce que chaque guerre fait toujours référence à l'histoire. Chaque guerre reprend ce qui s'est passé dans les années, les dizaines d'années précédentes. Christophe Barbier. Et on imagine que Poutine, qui est toujours dans cette idée de la grande Russie, ce qui se passe en Ukraine, il a forcément cet épisode-là en tête. Ça illustre une caractéristique profonde de cette guerre, c'est que c'est une caractéristique de guerre civile. Voilà, 2 pays, 2 peuples qui ont des histoires mêlées, des langues entremêlées, des drames entremêlés. Et donc, quand on est dans une dimension de guerre civile, ça complique encore plus les solutions et ça rend souvent encore plus horribles les exactions. Mais on a l'impression qu'il y a aujourd'hui moins de différence entre les Ukrainiens et les Russes qu'il n'y en avait il y a 30 ans entre les Bosniens, les Croates et les Serbes, qui, dans l'ex-Yougoslavie, se sont livrés à une guerre atroce. Et donc, cette dimension guerre civile, elle complique les choses et elle durcit les conflits. Par ailleurs, vous parliez de la Grande Russie. Moi, je suis frappé de voir qu'au temps de Catherine, la Grande Catherine, et de cette extension, au détriment notamment à l'époque de l'Ukraine, une bonne partie des conquêtes de territoire se faisait par la diplomatie. À l'occasion des successions dans les couronnes, on se redécoupait l'Europe entre dynasties, entre nations et donc entre royaumes. Et à cette occasion-là, certains agrandissaient leur territoire, d'autres perdaient du territoire. On avait moins recours à la guerre, on avait recours aussi aux actions de force et aux horreurs, mais une partie se jouait dans une diplomatie des têtes couronnées d'Europe et sur le tapis vert. Ce n'est évidemment plus du tout le cas aujourd'hui, où il n'y a que la force qui paye pour les agresseurs. La diplomatie leur semble du temps perdu. Ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur les accords de Minsk. Et on va continuer de parler de cette guerre. Nous serons en direct d'Ukraine dans un instant avec Igor Zovka, c'est le chef adjoint du cabinet du président Volodymyr Zelensky. Il sera avec nous. Cette guerre en Ukraine en est à son 71e jour avec la perspective de la semaine prochaine. C'est ce fameux défilé du 9 mai où on attend de savoir ce que va dire Vladimir Poutine. On fantasme beaucoup, notamment autour aussi des renseignements américains, comme quoi il pourrait déclarer la guerre. Et puis il y a ce qui se passe au jour le jour, au quotidien. Et là, en ce moment, l'attention est aussi focalisée sur ce site, Patrick Sauce, d'Azovstal, avec le fait de savoir si oui ou non on arrive aux évacuations. Non, dit l'Ukraine, oui, dit la Russie. Qu'en est-il, en fait? Et oui, dit l'ONU. Et c'est ça l'information la plus importante. Parce qu'effectivement, Vladimir Poutine vient d'avoir le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, pour mettre un
terme provisoire, évidemment, à la polémique sur Hitler avait du sang juif. Voilà. Et donc le Kremlin a dit, en aparté jeudi, a dit voilà, le 9 mai sera aussi l'occasion de respecter la mémoire de toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale, y compris les victimes de l'Holocauste. Et puis après cette conversation, et bien Vladimir Poutine a dit oui, la Russie, je cite, est toujours prête à évacuer les civils d'Azovstal de manière sûre. L'armée russe avait dit c'est bon, on va pouvoir aussi faire un cessez-le-feu qui n'a semble-t-il pas été respecté. Soyons tout à fait honnêtes, les Ukrainiens disent qu'il n'a pas été respecté. On n'a pas vu d'image de ce non-respect du cessez-le-feu. Voilà, ce qui compte est finalement le juge de paix, eh bien c'est l'ONU qui dit qu'un convoi est effectivement en route et devrait arriver demain matin sur le site d'Azovstal pour récupérer les civils, des civils, et on en revient toujours au même problème. Combien de civils vont sortir, combien de civils vont pouvoir partir et combien de civils vont pouvoir arriver. Ça fait 3 difficultés. C'est pour ça que ça avait pris autant de temps la dernière fois, puisque vous pensez bien, et maintenant on a l'expérience de ce premier convoi, que les Russes ne vont pas laisser sortir tout le monde. Vladimir Poutine a dit évacuation des civils. Je rappelle les propos du porte-parole de l'ambassade de Russie en France sur ce plateau, hier, BFM TV, qui avait dit la donne a changé pour ce qui est d'évacuer les militaires. C'est terminé. Le reste du pays en Ukraine, quand on voit des images d'autres villes, la vie se déroule plus ou moins normalement de ce que l'on voit. Il est angoissé par le fait que la Russie pourrait continuer, mener une offensive, revenir vers le reste du pays, où il se dit finalement c'est circonscrit au Donbass et à cette région. L'offensif, aujourd'hui, la Russie n'a pas de moyens de les mener de ce qu'on attend des renseignements militaires. Mais en revanche, des frappes par des roquettes, ça se passe tous les jours en Ukraine. Donc, même si la vie est menée normalement, oui, jusqu'au moment quand les raquettes arrivent dans les bâtiments civils, en fait, comme à Odessa, il y a quelques jours, il y avait un bébé toute la famille qui a été tuée. À Kramatorsk, sur la gare où il y avait des civils qui étaient en train de s'évacuer de la ville. Donc oui, il y a toujours cette menace-là puisque le ciel n'est pas fermé. Donc on ne peut pas dire que les civils se sentent en sécurité. C'est pour ça qu'on a des réfugiés de toutes les régions de l'Ukraine. Et puis la menace dans le sud, elle s'est beaucoup accélérée les dernières semaines aussi. L'objectif de Vladimir Poutine, là on voit ce qui se passe dans le Donbass, on a compris Mariupol, mais c'est uniquement le Donbass ou c'est vraiment l'Ukraine, Pierre Laurin? Non, ce n'est pas l'Ukraine, certainement pas. Il y a deux visions. La première, c'est le Donbass et c'est tout. Également le Donbass et le sud, c'est-à-dire assurer un couloir jusqu'à la Crimée. C'est les 2 options qui sont actuellement envisagées. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, la Russie est dans le cadre d'une opération militaire spéciale, c'est-à-dire que c'est le Kremlin qui a la main. Si, effectivement, on décide de passer à l'état de guerre, en fait, ce sont 2 niveaux différents administratifs. Si on passe à l'état de guerre, là, il y a une possibilité de mobiliser, là, il y a une possibilité de ramener des armements beaucoup plus importants dans la partie ouest de la Russie et donc en Ukraine. Et là, effectivement, il pourrait y avoir une volonté d'aller très loin, mais pour le moment, ce n'est pas cela qui apparaît. Sauf que un certain nombre de militaires russes penchent vers la solution de la guerre et de la mobilisation. Nous sommes avec Igor Zovka, qui est le chef adjoint de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bonsoir, monsieur Zovka. Vous êtes en direct d'Ukraine avec nous. Des dernières nouvelles que vous avez, est-ce que les évacuations avec l'ONU ont lieu en ce moment à Mariupol, enfin sur le site d'Azovstal, ou vont commencer? Malheureusement, la situation ne s'améliore pas. Selon les dernières informations, l'ONU essaiera demain de nouveau d'envoyer un convoi humanitaire afin d'évacuer les civils, y compris d'Azovstal, car les gens qui avaient réussi à partir, ce n'est pas malheureusement la totalité. Un certain nombre de civils sont toujours là-bas à Azovstal.
d'Azovstal. Il y a également des militaires blessés. Vous savez que les 2 derniers jours ont eu lieu des combats acharnés, aussi bien aux abords de l'usine que sur l'usine même, ce qui a rendu impossible l'évacuation des civils. Nous allons espérer que demain, les efforts de l'ONU et de la Croix-Rouge internationale vont se poursuivre. Est-ce que Mariupol est définitivement perdu pour l'Ukraine? Non. On ne peut pas dire comme cela. Tout d'abord, nous parlons du fait que les forces armées ukrainiennes sont toujours présentes à Mariupol, et ça reste que dans cette usine d'Azovstal. Et deuxièmement, il est impossible de le dire, sachant que dès que l'Ukraine aura suffisamment d'armements lourds, des systèmes d'artillerie, des chars, des blindés, le blocus de Mariupol, qui se fait aujourd'hui par les forces armées russes, ce blocus sera levé et Mariupol reviendra sous le contrôle entier de l'Ukraine. Donc vous pensez pouvoir récupérer la ville qui a pourtant été détruite dès que vous aurez des renforts? Pour vous, c'est une certitude? Oui, incontestablement. L'Ukraine aurait pu le faire si elle avait suffisamment d'armements lourds. J'insiste encore une fois sur cette raison. C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous nos partenaires, la France y compris et nos autres partenaires, d'être extrêmement rapides dans la livraison de ces armements. Le problème est en effet dans le fait que la ville a été rasée à 95%. Et nous serons obligés à reconstruire Mariupol. Notre président a fait appel aux membres de l'Union européenne de prendre en charge telle ou telle région, telle ou telle ville ukrainienne sous leur patronage. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'États membres de l'Union européenne qui auraient envie d'aider l'Ukraine dans la reconstruction de ce cœur du sud de l'Ukraine, ce cœur de Donbass, la ville de Mariupol. Et nous allons la reconstruire sans faute, tous ensemble. Oui, pour ça, il faudrait aussi que la guerre s'arrête. Or là, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, elle n'est pas prête de s'arrêter. La guerre n'est pas prête à s'arrêter parce que nous devons comprendre la différence des forces armées, des équipements entre l'Ukraine et un grand État qu'est la Fédération de Russie. Donc il y a la différence du potentiel militaire, mais nous voyons aussi que lorsqu'il y a par exemple des rencontres des ministres de la Défense à Ramstein, lorsque les décisions concrètes sont prises pour aider rapidement l'Ukraine, cela veut dire que les États qui s'étaient réunis à Ramstein croient en la victoire de l'Ukraine. Oui, l'Ukraine sait comment se battre avec cet agresseur. Les forces armées ukrainiennes, cela fait déjà 81 jours qu'ils défendent notre État. Nous avons besoin d'aide. Si cette aide vient rapidement, sous forme d'équipements, des armements, les forces armées ukrainiennes sont capables de gagner et de défendre leur territoire. Cela fait 8 ans qu'ils affrontent l'agresseur russe. La guerre n'a pas commencé le 24 février 2022. La guerre de la Fédération de Russie contre l'Ukraine a commencé en 2014 par l'occupation de la Crimée et d'une partie du Donbass. Par conséquent, nous savons comment gagner et nous le ferons. Igor Zovska, vous n'avez pas peur d'un risque d'embrasement général, d'embrasement de l'Europe ou des pays voisins ? Le danger existe que si on n'arrête pas l'agresseur russe, cette agression passe sur d'autres pays. C'est parfaitement vrai, nos voisins en sont conscients, nos voisins immédiats, tels que la Pologne, nos autres partenaires. Et tout le monde en Europe doit le comprendre, il faut le comprendre à Paris, à Berlin, dans d'autres capitales, que si on tergiverse maintenant, si on fait des choses lentement, si on prend
prend les décisions de la manière bureaucratique, effectivement, il y aura ce danger. Par conséquent, nous tous en Europe, nous avons besoin d'arrêter l'agresseur en Ukraine. Et pour cela, il faut des armes, il faut des sanctions. Les discussions qui se déroulent aujourd'hui à Bruxelles concernant le 6e paquet de sanctions, tous les États doivent soutenir cette décision importante qui rendrait impossible la croissance de l'économie russe. L'embargo sur le pétrole baissera les revenus du budget russe. Le débranchement de toutes les banques russes de la SWIFT baisseront les activités financières de la Fédération de Russie. Donc les sanctions, c'est aussi un moyen d'aider l'Ukraine. Un troisième moyen important d'aider l'Ukraine, c'est de l'arrimer à l'Europe, de lui donner le statut de candidat de membership à l'Union européenne déjà en juin de cette année. Est-ce que vous craignez que l'Ukraine ne souffre d'approvisionnement, la population, d'ici quelques jours ou quelques semaines, en carburant ou en vivres? Non, nous n'avons pas ces craintes en ce qui concerne la nourriture. L'Ukraine, actuellement, a suffisamment de réserves. Elle est prête à exporter sa production agricole vers les pays de l'Union européenne et vers d'autres États. Par conséquent, nous demandons à l'Union européenne de nous ouvrir des couloirs verts pour que notre production puisse être acheminée rapidement vers les pays d'Europe et d'autres pays. En ce qui concerne le carburant, je suis certain qu'avec l'aide de nos partenaires occidentaux, nous réglerons ce problème et qu'aussi bien les forces armées ukrainiennes que nos sociétés agraires, nos fermiers qui doivent mener les semailles, semer la nouvelle récolte, mais aussi bien nos citoyens auront cette possibilité, auront suffisamment de carburant et nous comptons sur nos partenaires en cela. Monsieur Zofka, vous avez entendu le chiffre de 6 milliards d'euros qui ont été débloqués par cette conférence qui s'est tenue à Varsovie aujourd'hui, conférence internationale de donateurs. Vous avez en plus, en tout cas le président Zelensky a lancé une espèce de grande cagnotte mondiale, non pas pour les États, mais pour les gens du monde entier. Parlons très concrètement, vous avez besoin de combien d'argent ? On peut poser cette question de manière diverse. Si nous parlons de soutien mensuel de l'équilibre économique ukrainien pour assurer des paiements, par exemple pour nos militaires qui combattent l'agresseur russe, nous avons besoin à peu près 5 milliards de dollars par mois pour maintenir notre système financier. Par la suite, pour reconstruire l'Ukraine, et ces efforts commenceront dès le lendemain de la victoire, là, malheureusement, les pertes tous les jours augmentent, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Mais là, de nouveau, la conférence d'aujourd'hui, l'initiative de trust, de solidarité qui avait été proposée par Michel et von der Leyen, là également, nous aurons besoin d'investissements et des moyens pour restaurer l'économie ukrainienne. Igor Zofka, merci d'avoir été en direct sur BFM TV, chef adjoint du cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Merci. 17h58, justement, on va rester en Ukraine et retrouver Anne-Sophie Varmont en direct pour BFM TV. Anne-Sophie Varmont qui est du côté de Zaporijia, avec ce soir l'Ukraine qui continue d'accuser Moscou de ne pas tenir sa promesse de cesser le feu. Oui, tout à fait. Le Kremlin avait pourtant assuré que ce cessez-le-feu, il était respecté, que les couloirs humanitaires fonctionnaient. Version totalement différente du côté ukrainien, où on dit que les combats ont repris côté russe. À ce sujet, je vous laisse écouter le commandant adjoint du régiment Azov. Une fois de plus, les Russes n'ont pas tenu leur promesse de cesser le feu. Ils n'ont pas donné l'occasion aux civils qui cherchent à s'abriter du feu dans les sous-sols de l'usine d'évacuer. J'appelle la communauté internationale à évacuer les civils et j'appelle personnellement le commandant suprême à extraire les soldats blessés qui souffrent de terribles douleurs et meurent de leurs blessures sans avoir reçu le traitement nécessaire. Donnez-nous l'occasion de recueillir les corps des soldats tombés au combat afin que les Ukrainiens puissent dire adieu à leurs héros. Réagir de manière appropriée à la situation critique dans laquelle l'ennemi n'observe aucune norme éthique, convention ou loi, tuant des gens sous les yeux du monde entier, guidé par l'impunité et parce qu'il le peut. Gloire à l'Ukraine.
Un nouveau convoi humanitaire est en cours vers Azovstal, un convoi qui est dirigé par les Nations Unies, par la Croix-Rouge, tout comme le précédent qui cette semaine avait permis l'évacuation de 156 civils piégés sous l'usine Azovstal. Anne-Sophie Varmont en direct de Zaporijjia pour BFM TV. Restez avec nous, il est 18h.